Grand V, conséquences sur l'expérience et sur la science. D'abord sur l'expérience. On constate que par rapport à l'inductivisme, l'expérience ne vient pas en premier. Elle n'est ni au point de départ, ni le fondement de la théorie. Le fondement de la théorie, c'est une hypothèse qu'il faudra sans cesse tester et retester à nouveau. Autrement dit, l'expérience vient en dernier. C'est elle qui vient donner sa valeur à l'hypothèse et aux conséquences de cette hypothèse. Donc la place de l'expérience change. Le rôle de l'expérience change aussi. Alors que dans l'observation, il s'agissait de recevoir des informations extérieures en étant le plus neutre et le plus passif possible, en donnant la dernière place à l'expérience, il s'agit de la comparer à une prédiction. Donc il s'agit de trouver la bonne expérience pour faire face à cette prédiction. Dans ce cadre-là, ce n'est plus une observation, mais une expérimentation. C'est-à-dire que le scientifique constitue la meilleure expérience possible pour correspondre à cette prédiction. On voit donc que le scientifique est actif. Il crée les conditions optimales de l'expérience. Ainsi d'un chimiste qui veut vérifier ses calculs ne prend pas ses produits n'importe comment, il prend bien cela à un certain dosage, à une certaine température, à une certaine pression pour être dans les meilleures conditions possibles d'expérience. De même, un astronome ne pointe pas son télescope n'importe comment, il le pointe dans certaines conditions de luminosité, de date, de lieu, d'inclinaison, etc. pour avoir la meilleure observation possible. Nous ne sommes donc plus dans une observation passive, mais dans la constitution active d'une expérience qu'on appelle expérimentation. Enfin, le rôle de l'expérience est très important car c'est lui qui nous permet de donner sa valeur à la théorie scientifique, et ce à deux niveaux. Premièrement, c'est parce que la théorie scientifique est capable de se confronter à différentes expériences qu'elle est scientifique. Une théorie qui n'est pas capable de cette confrontation n'est pas scientifique. Deuxièmement, c'est dans cette confrontation qu'on pourra découvrir si oui ou non la théorie est fausse. C'est très important cette expression, si oui ou non la théorie est fausse. Et elle n'est pas du tout équivalente à l'expression si cette théorie est vraie. En effet, il y a dans la méthode hypothético-déductive de Popper une asymétrie de la vérité et de la fausseté. On ne peut être certain que de la fausseté de la théorie. On ne peut jamais être certain qu'une théorie est vraie. On peut se rendre compte qu'elle a résisté à de très nombreuses confrontations à l'expérience, qu'elle arrive à rendre compte d'un champ très étendu de phénomènes avec une très grande précision, mais cela ne suffit pas à affirmer qu'il n'y aura pas un autre fait dans un champ différent qui viendra contredire cette théorie. Donc si nous pouvons être sûrs qu'une théorie est fausse parce qu'elle ne rend pas compte de certaines expériences, il est absolument impossible de savoir qu'elle est absolument vraie, car il y a évidemment des expériences que nous n'avons pas encore faites qui pourraient venir contredire cette théorie. Asymétrie du vrai et du faux dans l'épistémologie contemporaine. C'est très important de dire cela parce que ça change tout dans notre rapport à la science. La science n'est pas absolument vraie. Un véritable scientifique, c'est celui qui est capable de remettre en cause ce qu'il croit savoir si l'expérience le lui impose. Et ça veut donc dire que nous-mêmes, il ne faut pas croire que la science possède une vérité absolue. Il faut reconnaître que la science, en l'état actuel de nos connaissances, est la connaissance la meilleure que nous ayons sur un sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra jamais être remise en question. Cela crée aussi une certaine conception de la science. On peut alors définir une théorie comme étant un ensemble d'hypothèses articulées de manière cohérente ou rationnelle, capables de produire des prédictions qui seront comparées à l'expérience pour être falsifiées ou non. Chacun des éléments est important. On voit dans cette définition à la fois le procédé logique utilisé, la déduction, et à la fois le critère de démarcation de la science et de la non-science, à savoir la falsifiabilité. Comment comprendre ce que c'est qu'une théorie scientifique? On l'a vu, et ce sera l'objet d'une autre vidéo, Einstein a comparé l'attitude du scientifique face à la nature à celle que nous pourrions avoir face à une montre dont nous ne pourrions pas connaître le mécanisme. Autrement dit, on peut en observer les mouvements et les manifestations extérieures, peut-être le son, la taille, le mouvement des aiguilles, mais on ne peut jamais connaître le mécanisme. Et c'est la raison pour laquelle la science ne peut être qu'hypothétique, c'est-à-dire que nous faisons des hypothèses sur le mécanisme de la montre.
en espérant que nos hypothèses se rapprochent progressivement de plus en plus du mécanisme réel, et ce alors que nous savons que nous ne pourrons jamais connaître, voire observer ce mécanisme réel. C'est cela qui explique l'importance de l'expérience pour Popper, parce que une théorie scientifique ne parle pas que d'elle-même. Une théorie scientifique parle de ce qui est extérieur à elle, les phénomènes observables. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours être en contact avec ces phénomènes observables. Une connaissance qui n'aurait pas ce rapport très strict avec l'expérience ne pourrait pas prétendre parler de cette expérience. Ainsi, il y a bien des connaissances chez l'être humain. La poésie apporte de très belles connaissances sur les affects humains, apporte de très belles connaissances sur la beauté du monde, mais la poésie ne prétend pas être un discours scientifique. Quand Éluard dit que la terre est bleue comme une orange, c'est une évocation, une source d'inspiration qui nous fait voir le monde différemment, mais ce n'est pas de la science. De même, pour Popper, la métaphysique, c'est-à-dire les grandes représentations de l'univers, les représentations globales, ne sont pas scientifiques car elles n'ont pas les moyens d'être comparées terme à terme par l'expérience. Que ce soit Platon qui affirme qu'il y a des idées, c'est-à-dire des lois absolues dans la nature, ou Épicure qui au contraire affirme que le monde n'est que le résultat de l'interaction des atomes, ça ce sont de très grandes conceptions de l'univers sur lesquelles les scientifiques s'appuient, mais qu'on ne peut pas falsifier. Ça tombe bien, elles ne le prétendent pas, elles ne le demandent pas. En revanche, elles servent de source d'inspiration très précise pour les scientifiques qui vont piocher dans ces grandes représentations des hypothèses pour comprendre le monde et les constituer scientifiquement comme nous l'avons vu. Ce que critique Popper, ce n'est pas ces savoirs qui sont des connaissances, des discours non scientifiques. Ce qu'il critique, c'est les pseudosciences, c'est-à-dire les discours qui prétendent être de la science, qui en prennent une partie de la méthodologie, mais qui ne le sont pas en réalité.